Alright, let's do this one last time. J'aime profondément Spider-Man. C'est probablement mon super-héros préféré, et comme beaucoup, je l'ai découvert avec les films de Sam Raimi. Mais ce qui m'a fait me passionner pour ce personnage, c'est un jeu vidéo, encore reconnu comme l'un des meilleurs sur le tisseur, Spider-Man 2 sur PlayStation 2. J'incarnais le héros de mon enfance, je me baladais librement à travers New York, bref, ça reste encore l'un de mes meilleurs souvenirs vidéoludiques. Sauf les heures passées avec mon frère à essayer de battre le boss de fin. Tout au long du jeu, parmi tous les ennemis de Peter Parker, un en particulier avait retenu mon attention, Mysterio. J'étais fasciné par ce genre de clown mégalo qui me terrifiait autant qu'il me faisait rire. C'est avec cette première image du méchant que j'ai grandi, un homme brisé par une vie d'échecs, simplement en quête de reconnaissance. Fast forward, 2018. Je suis fan de comics depuis longtemps, et je vois la confirmation du rôle de Jake Gyllenhaal dans le prochain Spider-Man. Il incarnera Mysterio. J'ai dû sauter de joie en lisant ça, parce que c'était pour moi l'acteur parfait pour incarner cette double facette de à la fois le psychopathe et le monsieur tout le monde. J'ai gardé un avis mitigé de Homecoming, le premier film de ce reboot de Spider-Man, et je désapprouve certains choix cruciaux, comme la figure trop forte de Tony Stark, l'impression de voir un Iron Man en collant, l'absence de voltige à travers New York, et surtout, l'oubli volontaire de l'oncle Ben, qui est impardonnable selon moi. Je me dis malgré tout qu'avec Jake Gyllenhaal en Mysterio, ce futur film ne peut qu'être bon, malgré son titre, qui me fait penser qu'on n'est pas près de revoir New York dans un film Spider-Man. 15 janvier 2019, première bande-annonce du nouveau Spider-Man. Je flippe. Ils n'ont rien retenu. Ils refont les mêmes erreurs. Tante May n'en a rien à faire que son neveu soit un super-héros. Peter se la joue agent secret. J'ai l'impression de regarder le teaser d'une sortie scolaire. Bref, c'est pas du tout positif. 6 mai 2019. Deuxième trailer. Plus rien ne va. Spider-Man qui annonce tranquillement qu'il laisse la ville sans défense pour partir en vacances. Mysterio qui est dans le camp du héros et qui parle comme un héros de film d'action des années 80. Spidey qui doit affronter des créatures venues du multiverse, et je me dis que j'ai dû cliquer sur le mauvais trailer, parce que ça n'a plus rien à voir avec Spider-Man. 3 juillet 2019. Je fonce voir Far From Home au ciné, et je suis partagé entre l'appréhension et l'excitation. Je rentre dans la salle, j'attends 20 minutes à cause des pubs, et le film se lance. Et là je flippe. Parce qu'au bout d'une demi-heure de film, même si l'humour est bien dosé, je ne reconnais pas Spider-Man. Le gars se tire en vacances au lieu de protéger New York. Tante May s'est bien vite remise de la mort d'oncle Ben, dont personne ne parle d'ailleurs. La romance Peter et MJ semble un peu forcée. Seul Mysterio rattrape le tout, en étant infiniment classe avec un costume aussi kitsch. Et soudain, twist. Mysterio manipule tout le monde depuis le début. Twist qui m'a fait bondir de joie, puisque même s'il était assez prévisible pour les fans des comics, le film ne l'avait pas trop laissé voir. Ce retournement est donc bien amené, et la suite du film est géniale, et ce pour plusieurs raisons. Des séquences absolument incroyables, comme la scène d'hallucination ou celle de la redécouverte du Spider-Sense, mais surtout le film amène par ce twist une idée intéressante. Mysterio, en révélant son plan, provoque l'effondrement du film. Tout ce qui nous a été affirmé depuis le début de l'intrigue est faux. Il brise en quelque sorte le quatrième mur et nous rappelle à notre condition de spectateur un peu trop crédule, en s'amusant du fait que c'est un scénario complètement bidon et que tout le monde y a cru sans se poser de questions. Mysterio joue ici avec les codes du Marvel Cinematic Universe, qui nous a habitués à des menaces cosmiques synonymes d'apocalypse pour exécuter son plan. C'est d'ailleurs d'autant plus génial qu'il passe une bonne partie de la seconde moitié du film à déclarer qu'il veut que ces scènes d'action fassent comme les Avengers. En réalité, il traduit un problème qui traverse le MCU depuis 2012. À chaque film solo d'un héros, les gens se disent « Bah, la menace est pas grave, y a pas les Avengers ». Ou alors ils se disent « Mais si c'est tellement grave, appelez les Avengers ». C'est d'ailleurs comme ça que réagit Peter, quand il se demande simplement où sont tous les Avengers qui pourraient sauver le monde à sa place. Cette volonté de faire comme les Avengers, elle se traduit aussi dans les enjeux des films, puisque chaque nouveau film du MCU essaye de présenter une menace de fin du monde. Thor 2 avec la destruction des 9 royaumes, Ragnarok avec l'apocalypse, Captain America 2 avec l'avènement d'un nouvel ordre mondial, Iron Man 3 et Ant-Man avec l'armée de super soldats. Et si on prend cette critique du MCU sur un autre point de vue, on peut considérer ça comme une manière de souligner la paresse d'écriture qu'on voit parfois chez Marvel. Une réunion secrète pour identifier une menace incroyable, un héros qui refuse de remettre le costume, et on peut même voir ça comme une critique de l'industrie hollywoodienne dans son ensemble. Les gens ne sont désormais attirés que par le grand spectacle, les déluges d'effets spéciaux, qui leur font mettre au second plan la volonté première du cinéma, raconter des histoires. Qui de mieux pour les manipuler qu'un expert des effets spéciaux ? Ce parallèle est encore plus fort dans les comics, puisque Mysterio y est en réalité issu du monde du cinéma.
Mais Far From Home le présente aussi, lorsqu'il évoque, dans une séquence assez maladroite, l'entièreté de ses complices, qui représentent tous les hommes de l'ombre de l'univers super-héroïque, cachés dans les coulisses pendant que les héros recueillent la gloire sur scène, ce qui est réellement représenté avec la scène de Stark se moquant de l'invention de Beck. C'est une idée qui colle au personnage du Mysterio depuis sa création, et que le vidéaste Scott Nicewander évoque très bien dans son analyse consacrée au personnage. Il explique que Mysterio est en quelque sorte l'incarnation des oubliés d'Hollywood, les artistes des effets spéciaux. Évidemment, dans un blockbuster Marvel, partager ce message lui donne une portée encore plus forte. L'équipe de Mysterio représente donc ces oubliés des films Marvel, les techniciens dont les noms ne défilent qu'à la fin du générique. Et cela est représenté par l'emploi d'acteurs issus d'anciens films Marvel, comme l'ingénieur d'Obadiah Stane dans le premier film Iron Man. Ces interrogations multiples sur la réalité et la fiction au sein du film questionnent aussi le MCU tout entier, sur un dilemme majeur, l'identité de celui qui, malgré les apparences, est la plus grande menace du Marvel Cinematic Universe, Tony Stark. Ce que beaucoup de gens reprochent à Far From Home, ce sont les motivations de Mysterio, encore un personnage frustré par le succès d'Iron Man qui décide de se venger. Et c'est vrai, ce type de personnage est déjà très présent dans le MCU, avec Obadiah Stane, Justin Hammer, Whiplash, Aldrich Killian ou même le Vautour. Mais si ses ennemis sont souvent présentés comme étant simplement jaloux de Stark, on en oublie souvent que c'est bien l'arrogance du milliardaire qui les pousse au crime. Ensuite, quand on y réfléchit encore un peu, on réalise rapidement que Ultron est aussi une conséquence de la mégalomanie de Stark, que le plan de Zemo dans Civil War est également le fruit d'une imprudence d'Iron Man. En somme, Stark est la cause directe ou indirecte de la naissance de 7 ennemis du MCU. Stark est aussi la cause de la dissolution des Avengers dans Civil War, même si là, la responsabilité est un peu partagée. J'imagine déjà que certains me diront qu'il est surtout le sauveur de la Terre dans Avengers Endgame, mais personnellement je vois plus cet acte comme une manière de se racheter. Je rappelle quand même qu'au début du film, il hésite à rejoindre les Avengers pour rester avec sa fille. Ce I Am Iron Man, qui ferme la boucle ouverte par le premier film de 2008, achève le cycle de Tony Stark, passé de marchand d'armes mégalomane à sauveur de l'univers. Personnellement, j'ai donc vu cette fin d'Endgame comme une tentative de rédemption du héros. Une tentative de rédemption qu'on voit évoquée dès les premiers films du MCU. En effet, Stark est déjà confronté à ces questions de sacrifice et d'héritage dès le premier film Avengers, et bien évidemment, l'introduction de Peter Parker dans le MCU ne fait qu'augmenter cette dimension. Far From Home, annoncé comme la véritable conclusion de la phase 3 du MCU, devait donc aborder cette question de l'héritage de Tony Stark. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas glorieux. Je résume très rapidement. Dans Captain America 2, notre héros s'oppose au projet de surveillance mondiale du SHIELD, qui deviendrait capable de s'attaquer à n'importe quelle personne au moindre soupçon. On découvre donc dans Far From Home que Stark a achevé ce projet, ce qui éthiquement est déjà très limite. Mais en plus de ça, il l'a mis à disposition d'un gamin de 16 ans. Même Mysterio le fait remarquer, et il souligne l'attitude irresponsable de son ancien patron. Cependant, peu à peu, Peter et également le spectateur réalisent une troublante coïncidence. Quentin Beck et Tony Stark sont étrangement semblables. Une interview du directeur du Visual Development nous met déjà la puce à l'oreille, puisqu'il y avoue que la barbe de Beck a été pensée pour le faire ressembler à Stark. This movie is Peter trying to come to terms with being his own hero and not living under Tony's shadow. And I think having another mentor that also had a goatee also is a symbol of age in some ways, being seasoned in the world. And more directly relating it to Tony, I think that connection is great to have visually. Une scène du film y fait d'ailleurs allusion, lorsque Beck porte pour la première fois les lunettes confectionnées par Stark. Pour Peter, c'est presque une apparition du prochain Iron Man, recherché depuis le début du film. Évidemment, Mysterio est révélé peu après comme un escroc, mais le parallèle avec Stark continue. Au-delà de la ressemblance physique, les deux personnages partagent un génie scientifique, un ego surdimensionné, un besoin de reconnaissance, un goût du spectacle, le fait de se battre en armure tirant des lasers et surtout, l'absence de remords à l'idée de créer et d'utiliser des armes de destruction massive. En réalité, en parallèle avec la perte d'innocence du film, qui semble révéler la réalité derrière le déluge d'effets spéciaux du MCU, le personnage de Mysterio dévoile la véritable apparence du plus grand des héros Marvel au cinéma. Stark, sans la magie Marvel, n'est que Beck, et n'a pas grand-chose d'un héros. Cette prise de conscience se fait également dans l'esprit de Peter, qui cesse à la fin du film de vouloir être le nouvel Iron Man, afin de s'affirmer dans sa propre identité, symbolisée par ce costume qu'il se confectionne lui-même. Donc pour résumer, ce petit film de super-héros de l'été se permet de critiquer le modèle du Marvel Cinematic Universe, de se moquer de certains de ses fans, de détruire le mythe d'une des icônes de ces dernières années, et de tenter de valoriser le travail des oubliés d'Hollywood. Tout ça par le biais d'un seul personnage, Mysterio, qui par sa présence réduit en miettes le quatrième mur. C'est un procédé qu'on retrouvait justement dans le jeu Spider-Man 2 de 2004, dont je vous parlais au début de cette chronique, avec le narrateur qui nous interpellait et qui évoquait les autres jeux ayant précédé celui-ci.
le combat contre Mysterio, qui avait tenté de manipuler l'opinion publique en se présentant comme un héros, s'achevait, comme dans Far From Home, par un seul coup de poing, et était précédé d'une scène d'illusion où Spidey devait affronter ses propres clones. La première apparition de Mysterio se faisait d'ailleurs dans un théâtre. Autant le théâtre que les faux Spider-Man sont présents dans le film, dans les scènes de la base secrète de Mysterio et de l'illusion de Peter. Le jeu des faux semblants traverse tout le récit, depuis les masques portés à Venise jusqu'à l'opéra de Prague. Tout cela culmine dans les 2 scènes post-génériques, puisqu'elles retirent leurs masques à 2 personnages majeurs du MCU, Nick Fury, qui se révèle être le Skrull Talos, et bien évidemment Spider-Man, dont l'identité éclate au grand jour. Ce dernier film est donc bien à tous les niveaux une quête d'identité, puisque le héros et les spectateurs sont contraints de redéfinir tout au long du film des figures telles que Tony Stark, Peter Parker et bien évidemment Mysterio. Certains avaient d'ailleurs une théorie sur le titre de Spider-Man Homecoming, à savoir que le « retour à la maison » désignait la reprise en main du héros par la maison Marvel. En suivant cette idée, Far From Home révèle dès son titre cette volonté de s'affirmer en marge du MCU, comme un film dédié à une critique voilée de l'univers Marvel au cinéma. Une critique qui s'effectue par une recherche d'identité autant personnelle, pour les protagonistes, que cinématographique, pour le genre super-héroïque, qui est contraint, aujourd'hui, de se redéfinir. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Sur cette chaîne, on va essayer d'aborder un maximum de thématiques, autant des disciplines artistiques, littéraires, historiques, donc vraiment, pour le sujet de la prochaine vidéo, n'ayez aucune attente. I see exactly what you're doing there, man. Yeah.